Bonjour, bande de pirates, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, et l'équipe de pirates qui va se retrouver ce soir à partir de 19 h sur le live sur cette chaîne YouTube. Si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, vous aurez le live pour vous parler de la formation qui est sortie cette semaine, les règles de fonctionnement du couple, et on va en parler aujourd'hui aussi dans cette vidéo, et on va parler de l'intelligence du couple finalement, qui est une règle, comment un couple finalement va pouvoir bien fonctionner ensemble avec une règle de coopération. Et bien sûr, comme d'habitude sur cette chaîne, je vais vous parler de neurosciences et bien évidemment de données qui nous sont confirmées. Alors d'abord elles sont observées depuis 1999 par mes travaux avec vous en coaching, et puis aujourd'hui la science qui avance et qui confirme ce que je vous dis dans les vidéos. La composition finalement du couple va être importante en fonction de qualités complémentaires, mais aussi c'est les règles de communication et le mode de fonctionnement du couple qui va faire que le couple soit est réussi ou pas. Si on regarde comment fonctionnent finalement les groupes, le couple est un mini-groupe et qui se retrouve très facilement. Donc ce que l'on retrouve dans les groupes, on peut le retrouver dans un couple, et on ne sait jamais, en tout cas j'ai rarement vu ça dans des discours psy, de comparer un couple à un groupe, et en tout cas de voir qu'est-ce qui, dans un groupe et dans un couple, fonctionne de la même façon, quelle est cette notion de décision collective, qu'est-ce qui fait que le couple et le groupe est intelligent. Tout ça, je ne l'ai pas beaucoup vu, alors je vais vous faire une vidéo là-dessus aujourd'hui, un audio plus précisément, car on a beaucoup avancé aujourd'hui en neurosciences sur le domaine, et vous pouvez en bénéficier dans votre couple, et notamment si votre couple est en difficulté aujourd'hui, c'est simplement peut-être que vous n'avez pas mis à l'époque des modes de fonctionnement de votre couple qui ont fait que à la fin de la phase 3, à la fin de la phase 2, en rentrant dans la phase 3, le couple a dérapé vers un besoin d'exploration extérieure. Les modes, le couple est fait d'amour, bien évidemment, de sentiments, d'émotions, je le dis assez sur cette chaîne, et il est aussi fait d'un mode d'organisation, et souvent, lorsque on est en phase 3, on va reprocher à l'autre des choses, certes émotionnelles, mais beaucoup de choses organisationnelles, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait, de ce que j'ai trop fait, etc. Le couple est un organe collectif finalement, et vous avez dans votre couple, en plus de l'amour, des choses à faire, des entretiens de la maison, des projets de vacances, de l'éducation des enfants, etc. Et tout ça a des règles que l'on n'apprend pas malheureusement ni à l'école ni dans la vie, et on le trouve un peu empiriquement. Alors effectivement, chaque couple est différent, ça c'est vrai, mais si on ne connaît pas les règles de fonctionnement, et si on a des mauvais conseils de thérapeutes de couple, voire d'amis, eh bien ça peut dysfonctionner. Donc l'efficacité et la bonne marche de votre couple va être liée à l'intelligence collective de votre couple. Donc bien sûr la composition du couple, est-ce que vous êtes complémentaires ou pas, mais aussi la nature des tâches que chacun aura à faire, les règles de fonctionnement de ces tâches, et éventuellement même des procédés en vigueur. Tout ça va faire que ça va marcher ou que ça va pas marcher, et que l'amour va être en danger s'il n'y a pas une bonne organisation derrière de choses du quotidien qu'on ne peut pas éviter. Et souvent, quand un conjoint est en crise, il parle de l'usure du quotidien. Donc dans cette vidéo, on va réfléchir ensemble sur quelle tâche dans un couple peut être demandée, quelles sont les personnes impliquées du couple dans chaque tâche, comment le couple peut-il interagir, parce que nous avons des tâches conjointes et des tâches disjointes. Alors souvent, ça s'est fait un peu comme ça au hasard au départ, mais si on arrive à bien analyser comment fonctionnent les tâches conjointes et disjointes, vous allez voir que vous allez pouvoir
préparer votre phase 4. Alors vous l'avez bien sûr dans la formation qui est sortie mercredi, mais on ne parle pas, cette vidéo c'est un bonus, on ne parle pas de ça véritablement dans la formation, on va plus loin. Mais là vous avez quand même des choses qui vont vous permettre de réfléchir et vous dire mais pourquoi on n'a pas pris ça avant. Dans le couple, vous avez 4 formes de tâches. Je les appelle des tâches additives, des tâches compensatoires, des tâches disjointes et des tâches conjointes. Des tâches conjointes, disjointes, compensatoires, additives. Donc dans les tâches additives, c'est que vos contributions individuelles avec votre conjoint vont s'additionner et le couple va bien fonctionner en fonction de comment vous organisez ces tâches additives, mais vous allez être c'est plus facile d'être en couple que d'être seul pour les faire. Par exemple, il y a un des conjoints du couple qui va aller chercher les courses et l'autre qui va les ranger, par exemple. Donc vous voyez que c'est distinct et que on va être plus efficace à deux, puisque peut-être qu'aller faire les courses demande de l'énergie et le deuxième va compléter l'énergie. Hein, c'est l'image du tir à la corde dans un couple, où si vous êtes deux à tirer sur la corde dans le même sens, eh bien, vous êtes plus fort que si vous êtes qu'un seul. Donc là, dans les tâches additives, il n'y a pas de danger. Si chacun sait bien ce qu'il a à faire, on est mieux en couple que tout seul. La situation des tâches évolue un petit peu dans ce que j'appelle les tâches dites compensatoires. Cette fois, la performance, entre guillemets, le bon fonctionnement de votre couple va dépendre de la moyenne des contributions. C'est-à-dire que s'il y en a un qui ne fout rien, eh bien, le rendement va baisser. Par exemple, si votre conjoint est en crise, la qualité de l'intelligence du couple baisse. Hein, quand quelqu'un est en crise, la moyenne du couple baisse finalement. Donc par exemple, quand il va y avoir des jugements, quand il va y avoir une estimation collective à faire, comme vous avez un conjoint en crise, souvent ça va tourner en rond et on va reparler que du passé par exemple, au lieu d'avancer. Donc là on va être sur des tâches où il y a une moyenne. Ça, c'est les tâches dites compensatoires. Il y en a un qui compense l'autre. Donc, si vous voulez, par exemple, dans votre crise de couple, il y en a un qui veut avancer, l'autre qui est bloqué sur sa souffrance, et donc, finalement, la moyenne des deux ralentit le groupe. Ensuite, je vous ai cité les tâches que j'appelle disjointes, où le rendement, là, va reposer sur la réponse d'un seul membre le plus compétent. Donc si madame ou monsieur est spécialisé est très doué en bricolage et monsieur ou madame, par exemple, cuisine très bien, dans son domaine, c'est la capacité de l'individu qui est responsable de la tâche qui va faire que le couple fonctionne bien ou pas. Donc si quelqu'un cuisine très bien ou bricole très bien, eh bien le couple va avoir peut-être une alimentation saine ou une maison bien entretenue. Ça se prête peu à l'intelligence collective et chacun dans la maison va avoir des tâches comme ça qui sont disjointes avec des compétences fortes de chacun. Et en dernier, nous avons les tâches conjointes, où la réussite du couple va dépendre de l'union et des efforts de chacun, et où le rendement va dépendre de la contribution du membre le moins compétent. Par exemple, si vous devez prendre une décision pour les vacances, eh bien, le couple la qualité du couple, la qualité de la décision va être égale à la personne qui est la moins compétente. Donc, si vous avez des décisions à prendre pour votre avenir de couple et que votre conjoint est en crise, votre conjoint en crise va faire que le couple n'avance plus, car dans ces cas-là, c'est des décisions fortes à prendre ensemble. S'il y en a un qui vraiment est faible, mal dans sa peau, etc., veut ralentir, eh bien, c'est tout le couple qui garantit. Donc finalement, le couple a une intelligence collective. Plus vous allez arriver dans votre couple à vous coordonner par rapport à ces tâches, par rapport à des tâches d'interdépendance, plus votre couple va devenir intelligent. Certaines tâches, comme les tâches conjointes, vont être propices à fonder le couple, à améliorer le couple, puisque vous allez faire des choses ensemble. Et c'est d'ailleurs la manière d'organiser la collaboration et d'attribuer un rôle à chacun qui va favoriser ou non la création de ce collectif de couple intelligent et qui va dépasser la somme des contributions individuelles. Un couple rend les individus heureux parce qu'à deux, on est plus fort que deux fois seul.
Donc les contributions individuelles, quand on a bien compris cette notion de tâche, fait qu'on est heureux en couple, et que lorsqu'on dit oui, mais moi je veux ma liberté, je veux pas de mon appartement tout seul, on arrive rapidement à s'apercevoir qu'on est en galère. Même les tâches additives, c'est-à-dire on fait l'un après l'autre, peut favoriser finalement l'harmonie du couple, si chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Et par exemple, si celui qui va faire les courses a une liste qui a été faite et que l'autre lui a demandé aussi ce dont il avait besoin, par exemple. Donc en se posant ces questions dans le couple, on a un couple qui nous permet d'être heureux et qui a permis à l'humanité de se développer, notamment, comme on a économisé de l'énergie en faisant ça, on a pu développer notre cortex cérébral. Donc un couple intelligent va devoir avoir besoin d'avoir une diversité dans les qualités du conjoint. Si on est trop proche, et au départ, dans l'une demi-heure, on dit « oh, il est exactement comme moi, on aime tout pareil, etc. » À terme, on risque de boiter. La diversité va concerner des compétences, des aptitudes des individus, des caractéristiques. Plus on est complémentaires au niveau âge, au niveau savoir, au niveau opinion, au niveau trait de personnalité. Si on est pareil, si on est anxieux tous les deux, ça va pas aller. Mais si on a tous les deux, s'il y en a un qui est anxieux mais l'autre qui a de la confiance en lui, ça va aider. Si les deux ont confiance en soi, si les deux sont agréables, c'est mieux. Mais quand on est en crise, vous savez qu'on n'est ni agréable, ni on a de confiance en soi, et on est plutôt anxieux. Donc, dans le couple, plus les styles cognitifs et les compétences sont hétérogènes, plus le couple va être heureux finalement, puisqu'on va pouvoir partager des tâches et chacun va faire ce qu'il aime. Par exemple, dans le couple, certains ont une approche plus visuelle des problèmes, d'autres plus verbales, d'autres plus émotionnelles, d'autres plus cognitives. Eh bien, plus on va être différent et plus on va savoir coordonner ses compétences, plus le couple a sa valeur d'être. Vous voyez qu'on n'a pas réfléchi à tout ça, et que quand on se balance dans la phase 3 du couple, du type « tu m'aides pas, c'est moi qui fais tout, etc. », parce qu'on a complètement oublié pendant la phase 2 de réfléchir à tout ça. Donc plus vous avez des styles cognitifs et des styles de fonctionnement variés dans votre couple, plus votre couple va être heureux et efficace, puisque une partie du couple, à part l'amour, c'est effectivement de se faciliter la vie. Donc finalement, l'efficacité et le bonheur du couple va atteindre son maximum lorsque la diversité cognitive des deux membres du couple n'est ni trop faible ni trop élevée, et que les modes de pensée des deux membres du couple sont finalement assez dissemblables, mais pas trop non plus. Parce que s'ils sont trop dissemblables, trop de cultures différentes, trop de valeurs différentes, eh bien, on va avoir du mal à communiquer efficacement. Si vous êtes coulé exactement dans le même moule, eh bien, vous aurez moins de ressources pour trouver des solutions et pour faire des tâches. Donc, la diversité finalement modérée dans votre couple de compétences va faciliter d'abord l'apprentissage, la répartition des tâches et créer aussi des tâches créatives et résoudre plus facilement des problèmes. Donc, le choix du conjoint au départ est très important. Si vous avez une hétérogénéité importante des expertises entre les membres de votre couple, eh bien, il va y avoir des conflits qui vont amener à palabrer, à amener des arguments, à déployer des stratégies pour imposer son point de vue. La situation est différente en ce qui concerne les préférences et vos centres d'intérêt, c'est-à-dire, on va dire, les attitudes. Les préférences, les centres d'intérêt, ce sont des attitudes. Sur ce plan-là, une hétérogénéité trop marquée des membres du couple vont avoir un impact négatif sur le bonheur du couple. Si vous êtes trop différents au niveau des centres d'intérêt, ça ne va pas fonctionner. Autant vos performances collectives, vos performances cognitives et vos valeurs, plus elles sont hétérogènes, mieux c'est, à condition que ce ne soit pas trop hétérogène non plus. Mais là, si vous avez des termes d'attitude, des centres d'intérêt, des préférences trop différentes, ça va boiter. Donc dans la phase 4 du couple, vous allez devoir faire des efforts, c'est-à-dire que si votre conjoint aime bien le golf, il faudra aller avec lui de temps en temps, et si vous aimez bien le yoga, il faudra peut-être qu'il s'intéresse au yoga de temps en temps. Donc, plus vous allez être bien ensemble, plus cette intelligence va augmenter, puisqu'on
sait en neurosciences aujourd'hui que la familiarité, la complémentarité entre les membres du couple va permettre de développer des modèles mentaux qui vont être bénéfiques sur l'organisation du couple et donc sur le bonheur. Parmi les modèles mentaux qui sont partagés, je vais vous parler dans quelques instants de quelque chose qui est très important, c'est la mémoire transactive. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc on peut avoir finalement un QI, un quotient d'intelligence du couple qui est composé d'une part de la somme des intelligences du couple, bien sûr, mais aussi ce que j'appelle un facteur G qui va mesurer la capacité générale, G comme général, du sujet à réussir des tâches de nature, on va dire, variées, aussi bien que ça va être logique, géométrique, verbal, arithmétique, organisationnel, émotionnel, etc. Donc, les différences des performances entre les deux membres du groupe, dans différents tests qu'on a fait, peuvent expliquer que 40... les différences de performance, c'est à peu près 40%, et le facteur G, finalement, le facteur de savoir travailler ensemble, va représenter parfois 60%. Une part importante de l'efficacité du couple, donc qui va entraîner le bonheur, va être liée à cette capacité générale dite transversale, qui est finalement des soft skills, ce que vous apprenez dans les formations, être agréable, à savoir vous organiser, à savoir réfléchir, à maîtriser vos pensées, vos émotions, être un rock, connaître les règles de fonctionnement du couple. Tout ça, ça va magnifier l'intelligence de chacun. Donc le facteur G dans les groupes représente au moins 60%, alors que l'intelligence dite la somme des intelligences ne va représenter que 40%. Donc de quoi dépendent ces facteurs-là? Eh bien, le groupe va être intelligent, le couple va être intelligent quand on va pouvoir discuter ensemble. Plus on va avoir des tours de parole, où chacun va pouvoir dire comment il intervient, comment on écoute l'autre. Souvent en coaching, vous me coupez la parole. Vous me posez une question, je commence à répondre et paf, vous me posez la parole. Vous me coupez la parole. Ça veut dire que dans votre couple, vous n'aurez pas le facteur G. Et si vous n'arrivez pas à vous exprimer à tour de rôle, de manière distribuée, de manière équitable, si vous avez une communication que j'appelle décentralisée, c'est-à-dire que les deux ont le même temps de parole, eh bien, si vous n'encouragez pas cette communication décentralisée de manière volontaire, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas qu'un qui prend la parole et qui dit à l'autre, souvent vous me dites dans les coachings, oui, ben j'avoue que pendant un certain temps, moi je prenais toutes les décisions, j'étais un peu le papa ou la maman, eh bien ça, effectivement, ça fait du mal au couple. Donc la sensibilité sociale, l'intelligence émotionnelle que vous apprenez dans ces formations, c'est, dans les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, c'est le facteur G qui va finalement être le plus important dans le couple. Cette faculté qui s'apprend, ça vous apprend à vous améliorer dans la capacité de comprendre votre conjoint, de penser ce qu'il ressent, et non pas d'avoir juste une base comme ça sur des impressions. Donc ça va passer par le regard, par l'écoute, etc. Tout ça, vous apprenez à le faire dans les différentes formations. Et finalement, la capacité des deux membres du couple, plus chacun des membres va savoir détecter ce que ressent l'autre, ce que pense l'autre, en l'observant, en posant les bonnes questions, avec les attitudes, les expressions faciales, etc. Tout ça, vous apprenez à le faire. Avec la faculté de prise de parole alternée d'écoute, eh bien, tout ça va permettre la coordination des tâches, la coordination des échanges, et ça va être ça qui va vous permettre d'être heureux en couple, c'est-à-dire de bien comprendre jusqu'où les tâches vont de l'autre, et jusqu'où vont mes tâches là, par exemple, et c'est effectivement, on va avoir intérêt du coup à être en couple. Plus vous avez de la sensibilité dans ce couple, plus vous avez d'écoute, c'est-à-dire c'est des qualités féminines, plus il y a des chances que dans votre couple, avec des taux de parole intéressants, vous arriviez au fur et à mesure à avancer et à penser finalement collectif et non plus à penser individuel. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous expliquerai effectivement la complémentarité des tâches que vous allez rencontrer.
Ça va être quelque chose qui va vous étonner certainement, hein. C'est quelque chose que vous n'avez certainement pas entendu pareil, par ailleurs. Pardon. En attendant, bande de pirates, on se retrouve à 19h pour notre live adoré. Vous savez qu'on veut, sur cette chaîne, sur cette communauté, être encore meilleur, avoir des bonnes intelligences sociales et des bonnes intelligences collectives, et aussi diffuser la bonne parole. Et donc pour ça, vous allez me mettre un pouce en l'air, et vous allez mettre des commentaires sur les vidéos, et comme ça, YouTube se chargera de propulser nos idées un peu partout. Et puis vous avez, vous le savez, le canal Instagram Bruno Marchal. Pas Instagram, Bruno, on se calme, c'est le canal Telegram, pique, hop, Bruno, on s'arrête. Ça suffit. Donc vous avez le canal Telegram Bruno Marchal qui vous permet d'avoir des infos toute la journée pour vous fortifier dans votre couple. Allez, foutez-moi le bordel dans la société, on va améliorer les choses. Mettez-moi, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est encore fait. On se retrouve demain pour la suite de cette intelligence de couple, et vous allez pouvoir mettre en place pour votre futur couple, quand vous allez le retrouver, eh bien ce qu'il faut pour que votre couple soit encore plus intelligent qu'avant. Et qu'est-ce qu'il fait, Bruno Marchal? Il vous dit à très bientôt.